Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs SCLP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter Starnote dans lequel je te présente le jeu Imperium de Nigel Buckle et David Turchi. C'est un deck building, donc un jeu de cartes construction de deck qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui a un mode solo sur lequel je reviendrai un petit peu à la fin. Dans ce jeu-là, ce que tu fais, c'est que tu vas te choisir une nation. Dans cette boîte-là, il y a 8 nations. Il y a également la boîte Imperium Legend qui existe. Ça, c'est la boîte Imperium classique qui a 8 autres nations et elles sont toutes compatibles entre elles. Fait que tu peux prendre une nation d'une boîte, jouer contre une nation d'une autre boîte. C'est absolument pas un problème. C'est même exactement le même livret d'instructions qu'il y a dans les deux livres de règles. Et tout au long des règles, on te fait des références aux règles qu'il y a dans les deux boîtes de jeu. Fait que les deux boîtes sont 100% compatibles, tu prends celle que tu veux. La boîte Imperium classique est un peu plus simple, c'est des peuples plus de base qu'il y a à l'intérieur, tandis que dans Imperium Legend, il y a des peuples un petit peu plus complexes à jouer. Cela étant dit, qu'est-ce que tu essaies de faire dans ce jeu-là? Tu essaies de te bâtir un empire qui va être représenté par les cartes que tu vas jouer devant toi. Fait que tu vas jouer des cartes pour faire différents effets de combo, tu vas aller placer des régions, aller faire la conquête, attaquer tes voisins, etc., etc., dans le but de marquer le maximum de points de victoire. Est-ce que c'est un jeu qui est intéressant? Les critiques ont été bonnes jusqu'à maintenant, fait que je vais t'expliquer comment on l'installe, comment on y joue. Je te reviens à la fin et te dire ce que j'en pense. Pour la première partie de la mise en place, on va aller faire la mise en place du marché, donc de la zone centrale du plateau de jeu. On va commencer par assembler ce petit espace-là qui est composé de 3 tuiles cartonnées. On va les mettre exactement comme vous le voyez à l'écran. Fait que la zone à 4 couleurs juste ici, on a la zone avec les cartes civilisées, les cartes non civilisées, la zone avec les cartes de région, les cartes gloire, ainsi que les cartes unrest. Et on va aller assembler ça au centre de la table pour que tous les joueurs y aient accès. Ensuite, on va trier tous nos paquets de cartes en différentes couleurs. Les couleurs des cartes, c'est la bande qu'on voit dans le haut de la carte et chaque couleur correspond à un type de carte spécifique qui est à l'intérieur du jeu. De chacun de ces decks-là, on va enlever les cartes selon le nombre de joueurs qu'on a. J'installe une partie à 2 joueurs, fait que je vais enlever toutes les cartes qui sont indiquées à 4 joueurs. Je vais également enlever de chacun des decks de cartes toutes les cartes qui sont indiquées à 3 joueurs ou plus. C'est inscrit en bas à gauche de chacune des cartes. Une fois que ma mise en place, que mon tri est fait, on va tout simplement les placer les cartes Unrest complètement à droite ici. On va les laisser face ouverte. Pour les cartes de gloire, on va aller chercher la carte King of Kings, le roi des rois. Juste ici, on va la mettre sur sa face colorée. Sa face qui est plutôt pourpre, on va la garder pour la fin de la partie. On va la mettre face ouverte juste au-dessus des cartes Unrest. Le reste du deck, on va le brasser. Et on va retirer de ce deck-là une carte si on joue à 3 joueurs, 2 cartes si on joue à 2 joueurs. Le deck, on va ensuite le mettre de façon perpendiculaire. Les 2 cartes qu'on a retirées, on ne les regarde pas, on les remet dans la boîte de jeu. Ensuite, je vais avoir une petite mise en place à faire juste ici. Fait ici, on a les 3 types de cartes qu'on va avoir une petite préparation à faire. On a les cartes de région qui sont en jaune, on a les cartes uncivilized qui sont en verte et on a les cartes civilisées qui sont en gris. Je vais commencer par les cartes de région. On va brasser ce deck-là. On va aller chercher un nombre de cartes selon le nombre de joueurs qu'on a. Dans une partie à 2 joueurs, c'est 6 cartes. Et on va aller le mettre juste au-dessus. Le reste du deck, on garde ça de côté. Je vais faire la même chose avec les cartes Uncivilized. Les cartes vertes, je vais prendre 6 cartes. Je vais aller le mettre juste au-dessus. Le reste du deck, je vais aller le rajouter avec ce qui me restait de mon deck jaune. Je vais faire la même chose avec les cartes grises. Je suis à 2 joueurs, donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le place juste au-dessus de sa zone. Le reste du deck, je le rajoute avec ce qui me restait de jaune et de vert. Ensuite, les cartes bleues, je les rajoute à ce deck-là. Fait que ici, j'ai le restant de mes 3 decks de couleurs et à ça, j'ajoute les cartes bleues. On va brasser ça un petit peu. Évidemment, tu brasses ça un peu mieux que ce que je viens de faire. Et tu vas aller placer ça juste ici de façon perpendiculaire au-dessus du plateau de jeu. Quand c'est fait, il reste juste à révéler le marché de départ. Fait que dans cette zone-ci, il va y avoir 2 cartes qui vont être révélées. Normalement, ils vont être de la même couleur. Ah non, quelle chance. Ensuite, on révèle une carte par zone, dis-je, qui est juste ici. Fait qu'une grise, une verte et une jaune, comme ça ici. Et mon marché initial, il est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est qu'il y a certains types de cartes. Les cartes bleues, les cartes grises
et les cartes vertes vont venir avec une carte Unrest. Fait que je vais donc aller placer sous chacune de ces cartes-là une carte Unrest pour terminer ma mise en place initiale. Les cartes jaunes, elles, ne viennent pas avec un Unrest, fait qu'on n'a pas besoin de placer d'Unrest sous la carte. Dernière chose qui va me rester à faire dans ma mise en place générale, c'est la carte de Solstice, qui est cette carte-là. On va aller la mettre au hasard entre deux joueurs. Ça va indiquer l'ordre de tour de jeu. Finalement, on va se garder une zone pour placer nos différentes ressources. Fait que j'ai des pions de progrès, j'ai les pions de population, les pions de ressources, là, de matériaux de ma civilisation. Je place également l'un des 10 pions progrès sur toutes les cartes grises qui n'ont pas d'icône vert. Fait que les cartes civilisées qui n'ont pas d'icône vert, et je dis ça parce que certaines cartes grises vont être accompagnées d'un icône vert. Fait que donc seulement les cartes grises qui n'ont pas d'icône vert commencent avec un pion progrès. Au niveau de la mise en place individuelle, tu vas avoir à te choisir une nation. Dans notre exemple, on va choisir les Romains. Mais là, je précise, c'est important que chacune des nations peut avoir certaines particularités au niveau de la mise en place. Les Romains s'installent en suivant toutes les règles de base, mais d'autres nations peuvent ajouter des cartes dans différents decks, peuvent avoir des variations sur les informations que je vais vous dire. Mais là, on va y aller avec la mise en place générale. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se faire donner une carte d'empire qui est recto verso. On a un côté civilisé d'un côté, un côté barbare de l'autre côté. La plupart des nations vont commencer avec le côté barbare. Ensuite, dans notre deck de cartes de nation qu'on va avoir choisi, on va voir qu'on a la couleur de notre nation qui est en bas à gauche. Fait que chacune des cartes qui m'appartient est indiquée par un triangle rouge parce que les Romains, on a choisi la couleur rouge. Si je prenais, par exemple, les Macédoniens, on voit qu'ils ont plutôt une couleur pourpre ou bleu pâle, ainsi de suite. Fait que dans le cas des Romains, la chose qu'on va avoir à faire, notre première carte, ça va être notre carte de nation. Cette carte-là, on va aller la placer juste à côté de notre carte Empire. On va avoir ensuite un deck de cartes de nation à composer. Le deck de cartes de nation, il y a deux types de cartes dedans. Il y a ma carte d'accession, si on veut, où je vais devenir civilisé, qui est représentée par un cercle comme ça ici. Dans ce cas-ci, c'est Jules César. Cette carte-là, on va aller la mettre face ouverte, face vers le haut, juste au-dessus de notre carte de nation. La deuxième partie de notre deck de nation, c'est les cartes qui sont indiquées avec un petit croissant. Ce petit symbole-là indique que ces cartes-là, c'est des cartes que je vais gagner au fur et à mesure que la partie va avancer, mais cette fois-ci, je vais les gagner de façon aléatoire. Donc, on va brasser ce deck-là et on va aller le mettre de façon perpendiculaire par-dessus ma dernière carte du deck de nation, qui était le cercle. Les autres cartes que je vais avoir des cartes de développement qui sont indiquées avec un petit plus. Ça, on va tout simplement les mettre à côté de ces cartes de son deck nation, face ouverte. Et le reste des cartes, c'est un jeu qui est un deck building. Le reste des cartes, ça va être mes cartes de départ, mon deck de départ, qui sont indiquées avec les mêmes bandes de couleurs qu'on avait déjà vu avec notre mise en place initiale. Fait que ça, je vais juste brasser ça et je vais me faire une zone de pige juste ici. Ensuite, on a quelques jetons à aller chercher pour commencer notre partie. Je vais avoir d'ailleurs d'abord mes jetons d'activation. On va avoir 3 jetons d'action. Je vais avoir mes jetons qui sont appelés Exhaust, donc des jetons d'épuisement pour certaines habiletés. Je vais en avoir 5 en début de partie. On va commencer avec 3 matériaux, 2 populations et un jeton de progrès. La dernière chose qu'on place, c'est la carte de Solstice. On va la mettre entre deux joueurs. Disons que je joue une partie à deux. Fait qu'il est donc entre le joueur qui est en face de moi et à moi. Ce qui veut dire que l'ordre de tour de jeu, ça va être moi. Ensuite, ça va être le joueur qui est en face de moi. Ensuite, il va y avoir une phase de Solstice, qui est la phase de fin de tour de jeu. Ensuite, c'est à moi, joueur en face, Solstice, puis ainsi de suite, tout au long de la partie. Maintenant que le jeu est installé, comment on gagne une partie d'Imperium? C'est un jeu où on va marquer des points de victoire de différentes façons. La façon principale de marquer des points de victoire, c'est tout simplement de ramasser des cartes qui ont l'icône de points de victoire imprimé dessus. Fait que tout ce qui est dans mon deck, dans ma zone de jeu, dans ma zone détruite à la fin de la partie, peut valoir des points de victoire. Certaines cartes vont avoir un point d'interrogation à la place d'avoir un chiffre imprimé. Ça indique que cette carte-là doit répondre à des conditions particulières pour marquer des points. Donc, comment une partie d'Imperium va se terminer, quelle est la condition de fin de partie? Il y a 3 façons dont une partie d'Imperium peut se terminer. En fait, il y en a 4. Il y a 3 façons où on va marquer des points de victoire et il y a une façon où on ne marquera pas de points de victoire. Fait que je résume ça rapidement. Si le deck de cartes qui est ici, qu'on va appeler le deck de cartes principal, le main deck en anglais, se vide, on va juste finir le tour en cours, on va jouer un tour supplémentaire, la partie va être terminée. Si on active la dernière carte du deck Fame, le deck de gloire qui est juste ici, fait que si on se rend pour gagner la carte King of Kings,
Même chose, on va finir le tour en jeu, on va en jouer un supplémentaire et on va marquer les points de victoire. Et finalement, chaque joueur dans sa zone de jeu, je l'ai déjà dit, chaque joueur dans sa zone de jeu a une zone de développement qui est juste ici. Ce sont des cartes qu'on peut aller chercher. Si un joueur va gagner la dernière carte de son deck de développement, encore une fois, on finit le tour de jeu, on joue un tour supplémentaire et on regarde qui a le plus de points de victoire. De façon alternative, il y a le deck de cartes Unrest qu'on peut vérifier, qu'on va toujours garder à l'œil. Si à un certain moment, le deck de cartes d'Unrest se vide, fait que si un joueur donne ou gagne la dernière carte de ce deck-là, il y a plusieurs façons de se débarrasser de ces cartes Unrest. Donc si le deck de cartes Unrest se vide, la partie se termine avec un effondrement de la civilisation. Fait que la partie se termine à la fin du tour en cours, il n'y a pas d'autre tour de jeu. Mais en fait, même pire que ça, la partie se termine immédiatement. Dès que le deck de cartes Unrest se vide, la partie arrête. Et celui qui a le moins de cartes Unrest dans son deck va gagner la partie. Fait que si on est en train de se faire planter au niveau des points, il y a une autre façon de gagner. Je vais dire ça à quelques reprises pendant la vidéo. Il y a d'autres façons que la partie peut se terminer selon les nations qui sont en jeu. Entre autres, les Vikings, les Arthuriens et je pense les Utopiens, dans l'autre boîte de base d'Imperium, ont d'autres conditions de fin de partie qui vont aussi déclencher la fin de partie, jouer un tour supplémentaire et compter le nombre de points de victoire. Mais de base, si ce deck-là se vide, ou ce deck-là ici se vide, on va compter les points. Si ce deck-là se vide, la partie arrête immédiatement et celui qui en a le moins gagne la partie. Maintenant, sachant tout ça, quelle est la structure d'un tour de jeu? À l'endos du livret de règles, on a une petite référence rapide qui nous permet de nous rappeler comment fonctionne un tour de jeu. Quand on voit qu'un tour de jeu, la structure d'un tour de jeu, c'est qu'un joueur va prendre son tour de jeu. Dans son tour de jeu, il va avoir le choix de faire 3 actions, Activate, Innovate ou Revolt. Et ensuite, il va avoir une phase de clean-up où on va nettoyer sa zone de jeu, se préparer pour le tour suivant. La phase de clean-up est détaillée ici. Il y a des règles spéciales si on a rebrassé son deck de cartes. Il y a le collapse dont j'ai déjà parlé. On va toujours vérifier si la pile d'Unrest est vide. Et ensuite, quand on a fini notre tour de jeu, comme le joueur adverse va faire la même chose. Tous les autres joueurs vont faire le tour de jeu de la même façon. Et quand tous les joueurs ont joué une fois, on va faire une phase de solstice. Une fois que la phase de solstice est faite, on revient au premier joueur qui décide laquelle des 3 actions il fait. Il fait sa phase de clean-up. Le joueur suivant fait la même chose, phase de solstice, puis on continue comme ça jusqu'à temps que l'une des conditions de fin de partie soit atteinte. Si je rentre plus dans le détail de mon tour de jeu, j'avais dit on a 3 options dans notre tour de jeu, Activate, Innovate, Revolt. Expliquons-les dans le détail. Je précise qu'on va commencer notre partie avec 5 cartes en main qu'on va piger de notre deck de cartes. On va se garder une zone pour défausser nos cartes. Si on a à détruire des cartes, on va les mettre dans notre histoire, c'est-à-dire les mettre sous notre carte de nation. Cela étant dit, mes 3 options, je vais commencer par expliquer l'option de révolte, qui est la plus simple. L'option de révolte, c'est si je trouve que j'ai un peu trop de cartes Unrest dans mes mains, on aura compris que les cartes Unrest, ce sont les cartes qui viennent pourrir ma main, je peux choisir de me révolter. Si je me révolte, je ne peux pas prendre d'action, je ne peux utiliser aucun de mes jetons exhaust. Par contre, je vais utiliser toutes les cartes Unrest que j'ai dans ma main et je vais les retourner sur la pile de cartes Unrest. Et je vais tout simplement mettre fin à mon tour de jeu. Je vais passer tout de suite à la phase de nettoyage. Ma deuxième option, disons que je ne veux pas faire de révolte, disons que je m'en vais vers l'innovation. La deuxième option, innovation, c'est également une option où je n'utiliserai pas de jetons action, je n'utiliserai pas mes jetons exhaust. Je n'aurai pas le droit d'y toucher. Je vais défausser toute ma main au complet que je vais envoyer dans ma zone de défausse. Et à la place, je vais faire ce qui s'appelle dans le jeu un breakthrough. Fait que je vais expliquer tout de suite ce mot de clé-là qui est très important à l'intérieur du jeu. Le breakthrough, c'est une façon d'aller chercher l'une des cartes qui est en haut. Si on a un mauvais tour de jeu, on peut le faire par l'innovation. Fait que je défausse ma main puis je fais un breakthrough. Mais il y a beaucoup de cartes qui vont me permettre également de faire des breakthroughs. Breakthrough, donc, j'ai 2 options. Je peux aller chercher une carte de mon choix selon le breakthrough que je veux faire. Dans ce cas-ci, par exemple, innovation, on va me dire que mon breakthrough, je peux le faire pour n'importe laquelle des couleurs de cartes. Il y a beaucoup d'effets de jeu qui vont dire fais un breakthrough spécifiquement pour une carte de région, fais un breakthrough spécifiquement pour une carte civilisée. Dans le cas de l'action d'Innovate, du choix Innovate, je peux faire un breakthrough pour la carte de mon choix. Fait que si je prends une carte qui est face-up, que je vois déjà ici dans le marché, je vais tout simplement prendre la carte, la rajouter directement à ma main. Fait que si je dis avec mon breakthrough, je veux la carte de Métropolis, de Métropole, ben je vais la prendre, je vais l'ajouter à ma main. Et si on prend une carte sur laquelle il y a un jeton, j'ajoute le jeton à ma réserve personnelle. J'ai maintenant la carte de Métropole dans ma main.
Quand on fait un breakthrough, on ne ramasse pas les cartes Unrest qui sont là, on va les laisser sur le plateau de jeu. Et si j'ai une carte que je ramasse, ben, je vais immédiatement la remplacer par une nouvelle carte qui va prendre sa place. Ça, c'est ma première option pour le breakthrough. Et peu importe je l'aurais fait où, si j'avais voulu, par exemple, à la place avoir le breakthrough de cette carte-là ici, ben, j'aurais tout simplement remplacé la carte, encore une fois, par une nouvelle carte. Pour les cartes qui sont dans cette zone-ci, on va faire attention. On va laisser la carte Unrest en dessous, seulement si la carte de remplacement, c'est les mêmes que les trois que j'ai données dans la zone de départ. Fait que si c'est une carte civilisée, si c'est une carte non civilisée, ou si c'est une carte de tribu, on va laisser le Unrest. Mais si j'avais remplacé par une carte de région, j'aurais enlevé la carte Unrest. Il n'y a jamais d'Unrest sous les cartes de région. Fait que ça, c'est donc ma première option pour le breakthrough. J'oublie pas que ça vient direct dans ma main. Je vais chercher une carte de mon choix. À la place, si j'aime pas le choix de carte que j'ai là, quand je fais un breakthrough, je peux prendre la première carte du deck qui lui correspond. Fait que si je veux faire un breakthrough absolument pour une carte non civilisée, mais ces deux cartes-là ne me conviennent pas, je pourrais dire, ben tiens, je m'en vais tout simplement prendre la première carte du deck, puis c'est celle-ci que je rajoute à ma main. Si je fais un breakthrough dans ce deck de cartes-là, je dois spécifier pour quelle couleur, si je ne veux pas l'une des cartes qui est ici. Si je fais un breakthrough, par exemple, bleu, comme il n'y en a pas ici, j'ai le droit d'aller piger la première carte. Fait que je vais tout simplement révéler jusqu'à temps que ça soit une carte bleue. Puis je vais la rajouter à ma main. Là, évidemment, j'ai fait un breakthrough pour 3 cartes. Quand on fait un breakthrough, c'est seulement pour une carte. Fait que l'action breakthrough fonctionne comme ça. Soit on prend la première carte d'une carte visible selon la couleur du breakthrough qu'on fait. On ne prend pas la carte Unrest. On remplace immédiatement et on laisse la carte Unrest en jeu quand on remplace si c'est une carte grise, verte ou bleue. Soit on prend la première carte au hasard du deck avec notre action de breakthrough. Ma troisième option dans mon tour de jeu, c'est l'option principale qui est l'option Activate. C'est l'option qu'on va faire le plus souvent. Si on fait l'option Denovate, donc défausser sa main pour aller faire un breakthrough, ou si on fait l'option de Revolt pour enlever toutes les unrest de sa main, on ne peut pas utiliser ses jetons d'action, on ne peut pas utiliser ses jetons d'exhaust, mais le tour est très rapide. Si on fait l'option Activate, là, c'est là qu'on va avoir le cœur du jeu en tant que tel. Dans l'option Activate, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut jouer ce nombre d'actions-là dans notre tour de jeu. La plupart des nations en ont 3, il peut y avoir des variations, je peux en gagner plus ou moins selon les actions que je vais entreprendre. Et je peux activer jusqu'à 5 effets d'exhaust pendant mon tour de jeu parce que j'ai 5 jetons d'exhaust. Activer une carte, ce que ça veut tout simplement dire que je vais jouer une carte, faire l'effet qui est écrit dessus et la mettre dans ma défausse. Fait que je pourrais dire par exemple, ben tiens, je vais faire Triumvirate et je vais activer l'effet qui est ici. Justement, on me dit fais un breakthrough pour spécifiquement du vert. Donc là, je vais aller faire l'option de breakthrough pour du vert comme je viens de l'expliquer. Fait que je vais prendre soit la première carte du deck vert, soit je vais prendre la carte verte qui est présentement affichée, soit je vais aller faire un breakthrough vert dans la zone qui est à gauche, dans la zone où le deck de cartes y est mélangé. Et on me dit put this card into your history, comme je l'ai déjà dit. Quand je joue une carte qu'on me dit de mettre dans mon histoire, je vais aller la mettre sous ma carte de nation. Je peux la mettre face cachée ou face ouverte, c'est pas important. Mais dans ce jeu-là, c'est important de comprendre que notre zone de cartes détruites, elle est personnelle. Parce que ces cartes-là vont quand même marquer des points potentiellement ou avoir des effets en fin de partie. Fait que ça, c'est pour le premier effet. Fait que si je décide de faire mon Triumvirate, ben, je vais dépenser l'un de mes jetons d'action. Je vais jouer cette carte-là. Elle va s'en aller dans mon histoire. Je vais avoir fait un breakthrough, par exemple. Je fais un breakthrough pour cette carte-là que je rajoute directement à ma main. Et cette carte-là s'en va dans mon histoire. Dernière chose que je vais préciser avant de passer aux autres éléments pour les cartes. La plupart des cartes vont avoir une icône barbare ou une icône civilisée. Si j'ai une icône de barbare, ça veut dire que je peux jouer cette carte seulement si ma nation est dans l'état barbare. Si j'avais une carte dans mes mains qui était civilisée, je ne pourrais pas la jouer parce que je suis présentement une nation barbare. Pour avoir le droit de jouer cette carte-là devra avoir tourné précédemment dans la partie. On y reviendra plus tard. Donc, ma première action, j'ai fait ça. Deuxième action, ben là, ici, je pourrais jouer par exemple cette carte-là, la carte que je viens de gagner, qui est une carte Town. Elle a une particularité. Si je décide de jouer cette carte-là, ben, on voit qu'elle a un petit symbole comme ça d'infinité. Ça veut dire que cette carte-là va rester en jeu. J'ai maintenant une ville dans ma nation. Fait que je vais la jouer devant moi comme deuxième action. Et là, on voit ici comme troisième action, j'ai une carte, la Dalmatie, qui est elle aussi une carte d'infinité. Fait que je vais jouer cette carte-là juste ici pour mon troisième point d'action. Cette carte-là, il y a deux mots-clés, deux choses qu'on va tout de suite expliquer parce qu'ils vont revenir sur beaucoup de cartes.
je peux gagner des ressources en jouant cette carte-là. Fait que si je joue cette carte-là, on voit que je gagne un jeton de population que je vais aller chercher. Ce sont des ressources dans le jeu. Là, j'ai pris un 5. On va gagner donc un jeton de population. Des ressources qu'on peut dépenser au fur et à mesure que la partie avance. Et on me dit You may garrison a card. C'est un mot-clé très important. Quand j'ai l'option de faire un garrison, c'est que je peux prendre une carte de mon choix qui est dans ma main et aller la glisser sous cette carte-là. Et tant que ma carte d'Almacia va être en jeu devant moi, la carte qui lui est garrisoned va rester sous cette carte-là. Elle ne sera donc plus dans mon deck, ce qui est une bonne chose. Si on me dit que je peux détruire des cartes de ma main ou faire des effets sur des cartes de ma main, cette carte-là-ci n'est plus dans ma main, mais je la pigerai plus. Si elle est encore là à la fin de la partie, le moins 2 points de victoire que le Unrest vaut compte, par exemple. Fait que je devrais trouver un moyen de défausser ces cartes-là si je veux éventuellement me débarrasser de cette Unrest-là. Si une carte est défaussée, la carte qui est garrisoned en dessous va être défaussée également et va s'en aller dans ma zone de jeu, dans ma défausse personnelle. Dernière chose que je peux faire, les cartes Unrest, on peut utiliser des actions pour s'en débarrasser. C'est moins facile et je dois payer des choses comparativement à quand je fais une révolte, mais il y a moyen avec l'une de ces 3 actions dans le tour de jeu de se débarrasser d'une carte Unrest. C'est écrit dessus comment faire. Soit je paye une population, soit je défausse 2 cartes, soit je paye 3 de matériaux. Puis si je le fais, je retourne un Unrest. Je peux tout à fait retourner les Unrest qui m'appartenaient en début de partie. Fait que j'aurais pu dire comme 3e action, après avoir joué mon Triumvirate, après avoir joué ma ville, à la place, j'aurais pu dire, tiens, je vais défausser ces 2 cartes-là. Fait que ces 2 cartes-là, j'envoie ça dans ma défausse. Et mon Unrest, je le renvoie juste ici. Il me reste donc cette carte-là enfin, à la fin de mon 3e tour de jeu. Les jetons, à la fin de ma 3e action, dis-je. Les jetons exhaust, c'est qu'on va avoir beaucoup de cartes qui vont avoir un effet exhaust dessus. Lui, on dit par exemple, dans l'effet exhaust, tous les joueurs peuvent gagner 2 matériaux. Fait que je pourrais dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Je vais donc mettre l'un de mes jetons exhaust dessus. Et tous les joueurs vont aller se mériter 2 matériaux qu'ils vont mettre dans leur zone personnelle de jeu. Fait que là, mon adversaire ferait la même chose. On comprendra que chaque carte ne peut être utilisée qu'une fois par tour de jeu. C'est pour ça qu'on met un jeton dessus. C'est dans la phase de nettoyage qu'on va aller enlever ces jetons de exhaust. Dans ce cas-ci, autre chose qu'il y a à dire, si j'ai plusieurs cartes qui ont des effets d'exhaust, je peux toutes les activer dans leur tour de mon choix. Je peux alterner entre actions et effets d'exhaust à l'intérieur de mon tour de jeu. Je ne suis pas obligé de prendre toutes mes actions puis ensuite toutes mes exhausts ou l'inverse. Je fais ça dans l'ordre que je le veux. Donc, une fois que j'ai pris ma décision entre Activate, Innovate, Revolt et que j'ai fait mon tour de jeu, j'arrive dans ma phase de nettoyage. La phase de nettoyage, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre un jeton de progrès que je vais aller placer sur une carte de mon choix. Je rappelle que cette carte-là, quand un joueur va la gagner, il va ramasser tous les jetons qui sont dessus. Deuxième chose que je vais faire dans ma phase de nettoyage, elle est dans ma zone personnelle et je précise qu'à cette étape-là de la phase de nettoyage, l'autre joueur peut commencer son tour de jeu. Moi, je peux m'occuper du reste de ma phase individuellement. Donc, l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va, il me restait une carte en main dans ma main, on va avoir à réinitialiser ces jetons. Fait que je vais enlever, si j'ai des jetons d'action qui sont placés sur différentes cartes, on va les enlever, puis on va ensuite se rajouter 3 jetons à notre carte d'Empire comme ça ici, réinitialisant nos jetons pour le prochain tour. Si j'ai des jetons d'exhaust qui sont un peu partout sur la carte, on va les enlever de toutes les zones de la carte. Et ensuite, on va en rajouter 5 sur sa zone de barbare. On va remonter, dis jusqu'à 5 sur sa carte pour l'instant qui est barbare, là, pour sa carte d'Empire. Fait qu'on va replacer ces jetons pour le tour suivant. Ensuite, je vais avoir décidé qu'est-ce que je fais avec ma main de cartes. Je peux jeter autant de cartes que je veux de ma main avant de remplir ma main jusqu'à 5 cartes. Dans ce cas-ci, disons que je jette ce qu'il me reste. Je pige les cartes qui restent dans mon deck pour en avoir 5. Fait que je pige les 5 cartes pour mon tour suivant. Et mon tour est terminé. Il reste évidemment bien des détails à préciser, puis je vais tout de suite en donner un qui est très important. La façon dont notre deck de cartes va fonctionner. Fait que je l'ai déjà dit, à la fin de notre tour de jeu, une fois qu'on a replacé nos jetons d'exhaust, puis éventuellement, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avoir de plus en plus de cartes qui vont être placées devant soi. Comme ça, on va avoir un empire qui va se construire en ayant plein de cartes devant soi. Il y a potentiellement des cartes qui vont être garrisoned juste en dessous de toutes ces cartes-là. Mais éventuellement, on va arriver à un stade où on va avoir à repiger et il n'y a plus de cartes dans ma pige. Et là, il y a une grande particularité dans ce jeu-là.
Vous l'aurez déjà deviné parce que c'est un deck building. Fait que si j'ai acheté différentes cartes qui sont allées dans ma défausse, quand j'ai à repiger, ben, je prends toutes mes cartes de ma défausse, je rebrasse tout ça et je repige des cartes. C'est vrai, mais dans ce jeu-là, il y a une étape supplémentaire. Donc, si à la fin de mon tour de jeu, j'ai défaussé tout ce qui me restait, et dans ma phase de nettoyage, j'ai replacé mes jetons, j'ai mes 3 actions, mes 5 exhausts, j'ai enlevé toutes mes exhausts de toutes mes cartes, et je dois piger et je n'ai plus de cartes dans mon deck, la première chose qu'on va faire, c'est on va aller vérifier de quel état on est. Présentement, je suis barbare. Si je suis barbare, je vais vérifier est-ce que j'ai déjà un jeton d'exhaust sur mon deck de nation. Non, pour l'instant, je n'en ai pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première carte de mon deck de nation. Je vais l'ajouter à ma défausse. Ensuite, je vais placer un jeton exhaust sur mon deck de nation. Et je continue à piger mon deck jusqu'à temps que j'ai mes 5 cartes en main. Je joue quelques tours de jeu. Disons qu'au prochain tour, je joue ces 3 cartes-là. Je décide de défausser celle-là. À la fin de mon tour de jeu, donc j'enlève les jetons exhaust. Je repige pour avoir 5 cartes en main. Ce tour de jeu-là, je fais encore une fois différentes actions. Je décide de défausser cette carte-là, je ne garde que celle-là. Et au tour suivant, ben, je pige, j'enlève tous mes jetons d'exhaust, je réinitialise mon nombre de jetons. Et ensuite, ben, je pige une carte, je ne peux plus en piger. Je rajoute une carte dans mon deck. Je brasse. Je continue à piger. Et j'ajoute un jeton exhaust à mon deck de nation. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on passe au travers ce deck-là. Là, 2 petites précisions. On voit qu'à chaque fois que j'ajoute un deck qui vient de mon deck de nation à ma défausse, j'ajoute un jeton exhaust ici. Je rappelle, c'est super important. Dans l'ordre de tour de jeu, je commence par enlever tous mes jetons d'exhaust de toutes mes zones et je réinitialise. Et ensuite, je pige pour revenir à 5 cartes. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas 2 fois dans le même tour de jeu rajouter 2 cartes, une autre carte qui vient de mon deck de nation à ma défausse, étant donné que je ne peux pas activer quelque chose qui a déjà un jeton exhaust dessus. Ça, c'est très important, ça va ralentir un petit peu ça. Et le concept, qu'est-ce que c'est? C'est qu'éventuellement, vous aurez compris qu'on va rajouter des cartes jusqu'à temps que j'ai ajouté le deck au complet. C'est toutes des versions plus puissantes ou plus efficaces des cartes que j'ai déjà. Ou dans le cas des Romains, mais j'ai évidemment plein de zones de régions pour pouvoir aller faire la conquête de plein de régions. Et éventuellement, je vais avoir à ajouter cette carte-là. Quand il n'y a plus de cartes par-dessus et que j'ai à refaire cette opération-là une autre fois, j'ai à ajouter, j'ai plus de cartes, il faut que j'en pige 5, donc j'ajoute un jeton d'exhaust sur mon deck de nation et je rajoute cette carte-là dans mon deck. Quand cette carte-là est rendue dans mon deck, c'est là que mon empire devient un empire civilisé. Je vais tourner cette carte-là et je deviens un empire civilisé. Quand cette étape-là s'est faite, il y a 2 changements majeurs qui vont se faire dans la partie. Premier changement majeur, je ne peux plus jouer les cartes qui ont l'icône barbare. Fait que toutes les cartes qui ont cette icône-là, je ne peux plus les jouer. Fait que ces cartes-là deviennent inutiles dans mon deck. Je vais vouloir soit les garrison quelque part avec une autre carte. Fait que probablement que je vais vouloir éventuellement jouer ma Dalmatie et faire garrison avec Advent juste en dessous pour me débarrasser de cette carte-là dans mon deck parce que je ne peux plus la jouer. Par contre, si j'ai des cartes qui sont déjà jouées, on voit que ma carte de ville, je l'ai jouée pendant que j'étais un barbare, mais comme elle est déjà dans ma zone de jeu, je peux continuer à utiliser l'effet d'exhaust qui est dessus sans aucun problème. La deuxième chose que ça change, mais j'en ai déjà parlé, c'est que je peux commencer à jouer les cartes qui ont l'icône d'Empire. Fait que ici, on voit que Jules César c'en est une. Je vais pouvoir en acheter plusieurs au fur et à mesure que la partie va avancer. Fait que ces cartes-là, ça va me permettre de commencer à les jouer. Mais c'est pas parce que je n'ai plus de cartes dans mon deck nation que cette mécanique-là, de passer au travers mon deck pour que ça fasse un effet spécial, arrête. À partir de maintenant, à chaque fois que je passe au travers mon deck, fait que si j'ai à piger des cartes, j'en ai plus, ben là je rebrasse mon deck et je pige 5 cartes. Mais avant, cette fois-ci, avant de rebrasser mon deck, au lieu d'aller chercher une carte de nation, je vais commencer à pouvoir aller chercher mes cartes de développement. Mes cartes de développement ne sont pas brassées. Fait que si je veux ajouter une carte de développement, j'ai juste à payer le coût qui est dans le bas de chacune des cartes de développement. Disons que je veux le Military Engineering, mais je vais avoir à payer 4 de matériaux, 1 de population. Fait que donc si j'ai à piger une carte, je ne peux pas. Je peux dire, ben tiens, je paie 4 de matériaux, je paie 1 de population, je rajoute cette carte-là à mon deck, et ensuite, je brasse,
Et je vais aller chercher les 5 cartes ou le nombre de cartes qu'il me manque pour que j'ai maintenant 5 cartes en main. Et à chaque fois que je vais passer au travers de ce deck-là, je vais faire la même chose. Je vais mettre un jeton d'exhaust sur ce deck-là ici. Je ne peux pas le faire plus qu'une fois par tour de jeu. Et je vais avoir l'option, je ne serai pas obligé, mais je vais avoir l'option de rajouter les cartes de ma zone de développement à mon deck. Je rappelle que si je les achète toutes, c'est une des façons de mettre fin au tour de jeu. Dernière chose que je dis avant de rentrer dans le détail de certaines cartes, quand tous les joueurs ont joué un tour de jeu, donc si je joue, mon adversaire en face joue, avant de revenir à moi, on voit que je passe par la carte solstice. Ben ça, c'est juste qu'il y a certaines cartes qui vont avoir des effets de solstice. Je dois les activer à moins qu'il y ait l'option de. À moins que la carte soit optionnelle dans ce cas-ci, mais. Fait qu'on voit que ma ville, quand on arrive à la phase de solstice, ben je peux gagner 2 de développement. Mais 2 jetons de progrès, dis-je. Mais si je le fais, je vais choisir d'abandonner cette carte-là. Abandonner, ça veut dire que je la ramène dans ma défausse. Fait que je vais avoir à la rejouer. Ou je la mets dans mon histoire. La mettre dans mon histoire, je l'ai déjà dit, ça veut dire que je détruis cette carte-là et je l'envoie en dessous de ma carte de civilisation principale. Dans ce cas-ci, je vais vouloir le faire éventuellement parce qu'on voit que cette carte-là va marquer 2 points si elle est dans mon histoire. Fait que disons que je le fais dans ma phase de solstice et là, ça va revenir à moi parce que je suis le premier joueur. Là, maintenant, je vais juste faire un petit overview de certains des mots-clés qu'on va voir le plus souvent pour donner une idée de c'est quoi un peu le rythme du jeu. Fait que premièrement, on va avoir certaines cartes qui vont avoir l'icône d'attaque. Il y a certaines cartes également qui vont avoir des options pour se défendre. Quand on a une carte d'attaque, ben, c'est tout simplement où là, on va augmenter le niveau d'interactivité dans le jeu. Et on va aller généralement faire défausser des cartes, voler des ressources, des trucs comme ça. Fait qu'ici, on voit que je peux faire défausser 2 cartes à chaque autre joueur. Et en plus, je peux faire un breakthrough que j'ai déjà expliqué pour une carte grise. J'ai déjà parlé des cartes de région. La plupart des cartes de région vont rester en jeu, peuvent me donner différentes options. Fait que si je joue cette carte-là, on voit que je pige une carte, je dois exiler une carte du marché et je peux faire un garrison d'une carte. Fait que peut-être que comme je suis rendu une nation civilisée, peut-être que je vais vouloir faire un garrison de cette carte-là, puis ça me fait piger une carte dans mon deck. Quand je dois exiler une carte du marché, je dois choisir une carte sur laquelle il n'y a pas de jetons. Ce qui veut dire que quand on place nos jetons dans notre phase de nettoyage, ça va protéger certaines cartes. Disons que je décide d'exiler cette carte-là. On a une zone ici où on va aller placer toutes nos cartes exilées. C'est important de la garder accessible. Certaines cartes vont y faire référence. Et dans ce cas-ci, je vais remplacer, comme c'est une carte qui a du vert ou du gris, en plus, je vais aller placer un Unrest juste en dessous. Certaines cartes vont tout simplement me permettre d'aller chercher des ressources, de piger des trucs, de défausser pour aller chercher de me défausser des unrest, des cartes de ville que je vais aller placer qui vont me donner des effets dans les solstices. Fait qu'on voit qu'ici qu'à chaque solstice, je vais pouvoir défausser une carte pour gagner une ressource de mon choix ou piger une autre carte. Et j'ai beaucoup de cartes, comme celle-ci, Advance, qui vont me dire que je peux faire l'acquisition d'une carte si je paie 3 matériaux, ou faire 5, payer 5 matériaux pour faire un breakthrough plutôt que de juste acquérir la carte. Quelle est la différence entre l'acquisition et le breakthrough? Le breakthrough, je l'ai déjà expliqué. Je gagne la carte sans gagner le unrest ou je gagne la première carte de la pige si cette carte-là ne m'intéresse pas. Si je fais l'acquisition, par exemple, on voit ici la carte Advance me dit que tu peux faire l'acquisition d'une carte verte ou grise en payant 3 de matériaux. Fait que je pourrais payer 3 de matériaux et aller chercher une carte verte ou une carte grise. Par contre, si on fait l'acquisition, j'ai pas le choix, je ramasse la carte Unrest qui est en dessous et je ne peux pas aller prendre la première de la pige. Fait que dans ce cas-ci, si je cherche prendre la carte Invasion, mais je vais ramasser cette carte-là. Je vais rajouter cette carte-là à ma main, mais je vais aussi rajouter cette carte-là à ma main. Je ramasse les deux. Fait que c'est l'une des façons de faire avancer le deck de cartes Unrest. Et à part ça, ben, les autres cartes, c'est vraiment en découvrant comment jouer. Je vais avoir beaucoup de cartes qui vont faire des effets de combo avec des choses que j'ai déjà devant moi. Par exemple, les Romains, ils ont une carte qui va me permettre de... Celle-là ici, la carte de gloire. C'est une carte qui va me permettre de défausser, on va me dire d'abandonner 3 cartes jaunes. Fait que là, je pourrais abandonner 3 régions. Je dis, tiens, celle-là, celle-là et celle-là, je les abandonne. Ils reviennent dans ma défausse. Pour aller regarder les 2 premières cartes du paquet gloire et en choisir une des deux. Fait que le paquet gloire, c'est le paquet qui est juste ici. Je vais aller regarder les 2 premiers. Vous vous doutez que c'est des cartes très fortes. Et je vais choisir l'une des deux que je vais ajouter à ma main. Fait qu'une carte qui vaut 11 points de victoire. Une carte qui est un free play. Fait que c'est une carte donc qui ne prend pas d'action à jouer. Et je peux voler un jeton de progrès à chacun des autres joueurs. Puis ceux qui ne peuvent pas vont gagner des cartes Unrest. C'est une carte d'attaque.
qui va valoir des points de victoire selon le nombre de cartes Unrest qui sont comptées par mes adversaires. La carte que je ne choisis pas, je la ramène sur le dessus. Je rappelle aussi que ce deck-là, c'est une des façons de finir le jeu. Si on passe au travers de ce deck-là et on s'en vient pour ramasser cette carte-là, à la place, on va tourner cette carte-là, il y a un effet qui va s'appliquer et ça va déclencher la fin de la partie. Fait que tous les autres effets vont avoir rapport avec la façon dont on va bâtir son empire. Il va y avoir des effets de combo qui vont se faire entre eux. Je peux avoir des icônes comme ça ici, qui n'ont aucune utilité en tant que telles, mais qui vont être référencées par d'autres cartes. Ici, par exemple, on voit que j'ai une goutte d'eau et un petit sac, mais ça ne me sert à rien en tant que tel. Mais si j'ai dans mon empire la carte de bateau, ben on voit que je peux faire un exhaust pour rappeler un terrain qui a une goutte d'eau, pour gagner 2 matériaux. Rappeler, qu'est-ce que ça veut dire, recall? Ben, c'est qu'au lieu de le mettre dans ma défausse, quand je fais un recall, je ramène cette carte-là dans ma main. Fait que je ne passerai pas tous les effets qu'il peut avoir dans le jeu. J'ai passé les mots-clés principaux que je voulais voir. Fait que faire l'acquisition, c'est ramasser une carte et le Unrest qui est en dessous, alors que Breakthrough, c'est ramasser la carte sans le Unrest ou aller prendre une carte au hasard. Free play, c'est des cartes qui ne prennent pas d'action à jouer. Il y a plusieurs effets de combo qu'il va avoir. Les cartes qui ont ces icônes-là, c'est des cartes que quand on les joue, ils restent devant nous, donc ils ne sont plus dans notre deck. Elles ont la plupart du temps l'option de Garrison, donc de mettre une carte en dessous qui reste, elle aussi, également à l'extérieur de notre deck. Et on va tenter de créer le combo le plus efficacement possible selon la nation que je choisis. Les nations jouent toutes très différemment les unes des autres. Avant de passer à la fin de la partie, je vais juste rappeler qu'il y a un glossaire, ou préciser qu'il y a un glossaire avec tous les mots-clés qui sont importants. Littéralement, les règles du jeu font 3 pages, puis ensuite, c'est voler le glossaire. C'est en voyant qu'est-ce que tes cartes peuvent faire que tu vas comprendre plus en détail comment le jeu se joue. Donc, pour terminer, je rappelle la fin de la partie. La fin de la partie va se déclencher quand ce deck-là va être vide. Vous allez me dire, ça va être long avant qu'il se vide. En effet. Par contre, une fois qu'un de ces 3 decks-là est vide, fait que si éventuellement on a acheté collectivement toutes les cartes qui sont dans ce deck-là, à chaque fois que cet espace-là est vide, il va se remplacer par une carte du marché principal. Comme il n'y a pas beaucoup de cartes dans ces 3 zones-là, c'est juste qu'en début de partie, on peut avec certitude aller chercher certains types de cartes, puis ensuite ça va être remplacé au hasard à partir de ce deck-là. Fait que quand ces 3 decks-là vont être vides, ça va se mettre à accélérer pour voir comment ça se vide. Fait que première façon que la partie se termine, ça se vide. Deuxième façon que la partie se termine, celui-là se vide et on active la carte qui est en dessous. Troisième façon que la partie se termine, j'ai rajouté toutes mes cartes de développement à mon deck ou l'un des joueurs le fait. Si la partie se termine d'une de ces 3 façons-là, on termine le tour, on en joue un supplémentaire pour que tout le monde ait un nombre de tours égal, et ensuite on compte le nombre de points. Deuxième façon que le jeu se termine, deuxième option, ce deck-là se vide. Si ce deck-là se vide, on arrête la partie immédiatement et la partie est terminée. Quand la partie est terminée, il reste juste à compter les points, sauf si on a fini avec la pile de cartes Unrest. Si on a vidé le deck de cartes Unrest, c'est tout simplement celui qui a le moins de cartes Unrest dans sa zone de jeu qui l'emporte. Qu'est-ce que je veux dire par sa zone de jeu? On va compter le nombre de cartes Unrest qui sont potentiellement dans sa pile d'histoire. Fait que si elles sont détruites, elle compte quand même pour ses points négatifs et pour le nombre de cartes Unrest qu'il possède. Si elles sont dans sa pige, dans sa défausse, si ces cartes sont garrison en dessous d'une autre carte, toutes ces cartes-là comptent, celui qui en a le moins l'emporte. Si la partie s'est finie d'une des 3 autres façons, fait que les cartes de développement, le main deck, le deck principal ou le deck de gloire, ben là on va compter les points de victoire. Ce qui est important à ce stade-ci du jeu, c'est qu'on laisse toutes les cartes dans la zone où elles sont. Elles ne marqueront pas nécessairement de la même façon. Fait que si j'avais plusieurs cartes de régions qui sont placées devant moi ou des cartes spéciales qui sont toujours en permanence devant moi, on les laisse à cet endroit-là. Fait que si j'ai par exemple Rome, la cité éternelle, je la laisse devant moi. Les cartes qui sont dans mon histoire, je les laisse dans mon histoire, dans mon deck, dans ma défausse, je laisse tout ça là, mais je le compte zone par zone, et on fait simplement additionner les points. Les ressources ne valent pas le point à la fin de la partie, c'est juste les cartes qui en valent, et chaque jeton progrès comme ça que je possède encore vaut un point de victoire. Je précise que pendant la partie, ces jetons-là ont également une utilité. Ils valent un point à la fin de la partie, mais pendant la partie, je peux les dépenser pour un pion de population ou pour 2 jetons de matériaux par jeton comme ça que je dépense. Fait que si j'ai des cartes qui me demandent de payer des coûts, je peux le faire avec ça. Mais tous ceux que je garde en fin de partie me valent un point de victoire chaque. Et les points de victoire de mes cartes sont indiqués directement sur les cartes.
Fait que celle-ci vaut 4 points. Je l'ai déjà dit, ma carte de ville va valoir 2 points si elle est dans mon histoire. Fait que si elle est encore devant moi, ben, elle ne vaudrait rien. Si j'ai réussi à la mettre dans mon histoire, elle en vaudrait 2. Certaines cartes vont valoir des points selon les ressources que j'ai. Fait qu'elle vaut 1 point de victoire pour chaque 4 jetons de population que j'ai. Elle vaut 1 point de victoire pour chaque carte Unrest qui est marquée par mes adversaires. Les cartes qui ont un nombre de points de victoire variable ne peuvent jamais marquer plus que 10 points. Fait quand même que mes adversaires marquent 30 cartes Unrest, cette carte-là va valoir juste 10 points. Quand même que j'ai 72 de population, cette carte-là va quand même valoir juste 10 points. Certaines cartes, comme on l'a déjà vu, peuvent quand même valoir plus que 10 points si c'est un chiffre supérieur à 10 qui est déjà imprimé. Fait qu'on fait le total des points, celui qui en a le plus l'emporte. Alors voilà, c'était le jeu Imperium classique. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense d'abord au niveau des composantes? Comme d'habitude, c'est un jeu qui a des composantes extrêmement satisfaisantes. Les jetons sont traditionnels, c'est un jeu de cartes. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'aime bien le visuel qu'il y a des cartes que je trouve intéressant. Il y a un visuel quand même assez varié, mais les cartes du même type ont un visuel qui vont se ressembler. Fait que les cartes de tribun, le dessin n'est pas pareil sur chaque carte, mais c'est la même position, un personnage similaire pour chacune de ces cartes-là. Les cartes de tribu, dis-je. Fait que je trouve ça intéressant. Il n'y a pas grand chose à dire. Je suis pas sûr que je suis un fan. J'aurais peut-être aimé que les 3 espèces de petites tuiles centrales qui ressemblent à ceci là, pour classer les cartes, j'aurais peut-être aimé que ce soit quelque chose qui se déplie à la place. Ça l'a plié un petit peu avec le temps. C'est pas de super qualité, mais pour le reste, c'est correct. Le livre de règles est bien fait. Et une chose que j'aime au niveau des composantes, c'est qu'il y a un livre de règles spécifique qui est pour le mode solo. Donc on te réexplique pas tout le jeu, mais on te fait toute la mise en place spécifique pour le solo. Là, c'est un livre de règles d'une vingtaine de pages, une quinzaine de pages, 22 pages. Mais on t'explique toutes les différences spécifiques. Puis ça, je vais revenir sur le mode solo, mais au niveau des composantes, j'ai aimé que ça soit à part, puis pas juste un chapitre dans le livre de règles principal. Maintenant, au niveau du gameplay, est-ce que c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant? Ben moi, c'est relativement connu sur la chaîne. J'aime beaucoup les jeux de deck building. Fait qu'en partant, il venait me chercher avec sa mécanique et j'adore les jeux de civilisation. Fait que là, c'est censé être un coup de circuit pour moi. L'est-il? Allons voir ça. Première chose que je vais dire au niveau de sa mécanique, la façon dont il gère son deck building, j'ai trouvé ça en effet extrêmement intéressant, satisfaisant à jouer. Dans ton tour de jeu, tu as 3 options. Soit j'active, donc je joue mes cartes, c'est ça que tu vas faire 98% du temps. Un très très mauvais tour, tu vas peut-être défausser tes 5 cartes puis aller faire un breakthrough, donc aller chercher une carte gratuitement. Mais c'est pas un tour très efficace. Sinon, des fois, si c'est un tour que tu piges beaucoup de cartes on rest, peut-être que tu vas vouloir gaspiller ton tour pour te débarrasser de toutes ces cartes on rest-là. C'est quand même 2 points de victoire que tu perds à la fin de la partie pour chaque carte on rest. Fait que si tu t'en débarrasses de 4, 3, 4 d'un coup, c'est 6, 8 points. C'est quand même une bonne différence pour le score de partie que ça peut faire. Ça, j'ai trouvé cette mécanique-là intéressante. Puis quand tu arrives dans la phase de jouer tes cartes, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant comment ta civilisation progresse. Puis comment tu as de plus en plus d'options. Puis que tu te réalises que tu as 3 actions par tour, puis 5 exhausts par tour, c'est pas grand-chose quand tu arrives en fin de partie. C'est un jeu qui va prendre énormément de place. Par contre, là, dans ta zone de jeu, tu vas avoir, selon la civilisation que tu as, 5, 6, 8 cartes déjà placées devant toi qui sont actives, qui ont différents pouvoirs que tu vas laisser en jeu. Tu vas jouer les cartes de ta main, tu vas avoir tes ressources. C'est un jeu qui prend quand même pas mal de place, mais il reste que j'ai trouvé ça super intéressant, comment les cartes vont interagir entre elles, puis comment tu vas essayer de bâtir ta main de cartes selon la civilisation que tu as eue. Deuxième aspect très intéressant que j'ai trouvé, c'est justement l'espèce de variété qu'il y a à l'intérieur du jeu. Parce que chaque nation se joue complètement différemment les unes des autres. Les Vikings ne jouent pas comme les Perses, qui ne jouent pas comme les Celtes, qui ne jouent pas comme les Romains, qui ne jouent pas comme les Macédoniens, ou comme les Scythes, ainsi de suite. Donc, chaque nation a vraiment des objectifs différents, mais l'objectif c'est toujours de marquer des points de victoire, mais ils ont une façon d'atteindre cet objectif-là qui est différent. Les Romains ils veulent avoir beaucoup de régions, les Grecs ils veulent aller rapidement dans les développements, les Vikings ils vont attaquer beaucoup les autres joueurs, ainsi de suite. Puis ils fonctionnent pas de la même façon. Si tu rentres dans la boîte légende, ben là c'est encore pire. Là tu as des règles complètement du jeu qui changent, tu as des nouvelles conditions de fin de partie, tu peux avoir des decks de cartes qui fonctionnent pas de la même façon. Les Arthuriens, ils n'ont même pas ça, eux autres, des cartes de développement, ils ont un deck de cartes quête à la place qui va fonctionner différemment. Fait que c'est vraiment intéressant d'explorer les différentes nations. Fait que, au niveau deck building, satisfaisant. Au niveau de la variété de jeu, satisfaisant. La mécanique que j'aime le plus dans le jeu, c'est probablement sa mécanique où on rebrasse son deck de cartes. Fait qu'on essaie toujours de passer au travers de son deck de cartes le plus vite possible parce que quand je rebrasse mon deck de cartes, je rajoute une carte dedans. J'accélère pour aller vers mon côté civilisé, ce qui fait que je vais pouvoir jouer des cartes plus puissantes, commencer à acheter des cartes plus efficaces, puis commencer à acheter mes cartes de développement que je vais rajouter dans mon deck. Fait que c'est vraiment un jeu qui a une mécanique
très intéressantes, qui a des mécaniques très intéressantes. Fait que si tu aimes les deck building, si tu aimes les jeux de civilisation, c'est probablement un jeu qui va scorer très très fort pour toi, je pense. Le jeu est quand même assez intuitif comment on joue, mais il te donne beaucoup d'options puis beaucoup de possibilités avec ton deck building. Fait que c'est quelque chose que tu vas apprécier. Par contre, j'ai un énorme défaut que j'ai relevé dans le jeu, c'est sa durée. Quand tu ne joues pas en solo, les parties à 2, à 3 sont interminables. C'est un jeu que j'ai trouvé extrêmement long, particulièrement si tu joues avec quelqu'un qui a ce qu'on appelle le AP, là, le fameux Analysis Paralysis. Si tu joues avec quelqu'un qui doit prendre beaucoup de temps, puis c'est correct, c'est pas un reproche à personne, mais qui doit prendre beaucoup de temps pour décider quelle action il va faire, ce jeu-là, ça peut rapidement devenir une corvée à jouer, parce qu'il y a tellement de possibilités devant toi que c'est long à passer. Et à ça, j'ajouterais que même si je l'ai dit dans la vidéo, ton deck de cartes marché à 2 joueurs, là, il est gros, là, c'est long avant de passer au travers. Fait que si les joueurs attaque pas la fin de partie de la même façon. S'il y en a un qui veut passer au travers ses cartes de développement, puis c'est le grec, puis il y en a beaucoup, puis le romain, lui, décide qu'il passe au travers les cartes fortune, puis c'est une game où on n'achète pas tant de cartes que ça. La game, elle peut durer 2 heures, 2 heures et demie. J'ai joué une game de 3 heures d'Imperium à 2. J'étais tanné à la fin, même si je le trouvais très bon, j'étais quand même tanné à la fin. Fait que ça, c'est un défaut que je sais pas s'il va s'atténuer à force de jouer avec des joueurs expérimentés. J'assume que oui. Il faut que tu sais un petit peu plus où tu t'en vas. Mais tes premières parties vont être longues. Je t'avertis en multiplayer si tu joues à plusieurs joueurs. Par contre, en solo, là, j'ai trouvé que le jeu brillait particulièrement. Le bot, de la façon qu'il fonctionne, c'est que tu vas te placer une série de jetons, tu vas jouer ces 5 cartes face cachée vis-à-vis ces jetons quand ça va être à son tour de jouer, tu vas lancer un dé pour mettre une carte de côté qui a un petit effet par rapport à cette carte-là. Puis ensuite, tu vas révéler ces cartes une par une, et dans le livre, il y a vraiment une petite table de cette nation-là, ben, je révèle une carte. Est-ce que cet icône-là, oui, c'est ça qu'il fait. Est-ce que cet icône-là, oui, c'est ça qu'il fait. Il n'y a pas cet icône-là, ben, il descend. Il y a cet icône-là d'abord, puis il descend comme ça jusqu'à temps qu'il soit capable de faire le coup avec chacune de ses cartes. Et même si il y a beaucoup d'icônes, beaucoup de cartes, il n'y a rien qui est complexe. Ça, c'est simple à jouer. Ces tours prennent 15 secondes, 10 secondes, tu flippes une carte, donne gagne une ressource, tourne une carte, gagne telle ressource, tourne une carte, gagne telle carte, puis ainsi de suite. Fait qu'il il est très rapide à jouer, ce qui fait que tu peux te concentrer sur ta civilisation, ce qui est l'aspect le fun du jeu. Et en solo, là, j'ai vraiment trouvé que c'était très agréable à jouer. Tu te prends un deck, tu choisis une nation adversaire, puis là, tu essaies d'optimiser ton deck le plus possible et de marquer le plus de points que ton adversaire. Ça se joue très bien. Il n'y a pas beaucoup de changements aux règles. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup de changements aux règles. La mise en place est presque pareille. Il y a juste une ou deux petites choses à ajouter pour pouvoir faire fonctionner le bot, justement. Puis il y a même un petit mode campagne que tu peux jouer un 5 de 9 contre des séries de nations, toujours en gardant la même nation. Fait que ça te permet en solo d'explorer toutes les nations de façon très intéressante. C'est surtout comme ça que je l'ai joué. Puis moi, je l'ai vraiment préféré en multiplayer parce que les tours sont en solo, je veux dire, parce que les tours sont rapides. Ça revenait toujours à moi plutôt que j'attende 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes que tous les autres joueurs ont joué, parce que tu peux penser à qu'est-ce que tu vas faire dans ton tour pendant le tour des autres, mais si la première carte que je joue, c'est pige 3 cartes, mais tant que je les ai pas pigées, j'ai pas le choix d'attendre. Fait que ton tour à toi devient long pour le tour des autres aussi, donc ce qui n'est pas le cas en solo. Fait que pour moi, ça a vraiment été un coup de cœur solo. Et en multijoueur, ben, je ne jouerai pas. Je suis pas sûr que j'ai envie de jouer à plus que 2. 2, je le trouve déjà long. Puis à moins que je joue tous avec juste des experts qui connaissent bien le jeu, je pense que j'aimerais mieux le jouer en solo ou à la limite juste à 2 pour le faire découvrir à quelqu'un. Fait que pour moi, c'est sûr qu'il reste dans ma collection. Je l'ai beaucoup aimé comme jeu solo. Je vais peut-être le jouer à 2 de temps en temps, comme je l'ai dit. Je le jouerai pas à plus. Mais c'est un très bon jeu de cartes, de construction d'engins, de civilisation, de création de combos entre ces cartes. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Et on te précise dans le livre de règles comment combiner les cartes des 2 boîtes de base si tu as les 2 boîtes de base pour que tu puisses tout mettre ça dans la même boîte. J'aurais aimé qu'ils pensent à un insert où tout rentre dans la même boîte, mais bon, ils n'ont pas pensé. Cela étant dit, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Imperium, un bon jeu de cartes, selon moi, qui est pensé pour 1 ou 2 joueurs, pas plus que ça, d'après moi, mais quand même un très bon jeu de cartes deck building de type civilisation. Sur ce,
Ben, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère d'excellente qualité. Sur ce, je te dis bye, à la prochaine. Fais attention à toi. Bonne fin de journée. Sois heureux. Vis ta vie. Enjoy. Ciao.